Alors moi je suis psychiatre et j'exerce la psychiatrie depuis 28 ans. Donc j'ai fait médecine, j'ai eu ma thèse à Sousse en 1986. J'ai fait la première année à Nancy, faculté de médecine de Nancy. Et puis le reste de la spécialité, je l'ai fait à Paris 5. Donc j'ai eu la spécialité en psychiatrie, puis j'ai eu aussi la spécialité en pédopsychiatrie, et j'ai travaillé en psychiatrie adulte pendant, on va dire, une bonne dizaine d'années. Après j'ai travaillé aussi en psychiatrie infantile. Je suis parti travailler 2 ans en Arabie Saoudite en tant que psychiatre, puis je suis revenu. Et 3 ans après, je me suis installé en libéral. 12 ans, je suis installé donc en libéral. Si vous voulez, classiquement, on définit les troubles psychiques en deux grandes catégories. C'est ce qu'on appelle la névrose et la psychose. La différence entre la névrose et la psychose, c'est que le psychotique, il est déconnecté de la réalité. Donc, ce qui différencie quelqu'un qui est psychotique de quelqu'un qui est névrotique, c'est que c'est ce qu'on appelle le délire. C'est-à-dire le psychotique, il va délirer. Qu'est-ce que ça veut dire délirer? C'est-à-dire qu'il va croire à quelque chose à partir d'une perception qu'il va interpréter d'une manière erronée. Et donc il va croire à des idées. Non seulement croire, mais tellement y croire que vraiment il peut même, si par exemple on dit que c'est quelqu'un qui a un délire de mégalomanie, c'est-à-dire que lui il croit que c'est l'être humain le plus fort, le plus fantastique du monde. Ou alors par exemple on dit le délire des persécutions, c'est-à-dire quelqu'un qui croit qu'on veut lui faire du mal. Alors ce délire-là, généralement, ça part de quelque chose, par exemple d'un événement, mais lui, il va l'interpréter d'une manière erronée, et donc, du coup, par exemple, s'il voit des gens qui le regardent, il va dire, ces gens-là, ils vont me faire du mal. Ou alors, carrément, il va entendre des voix, ce sont des voix, c'est ce qu'on appelle, les hallucinations, il n'y a pas vraiment d'objet, c'est-à-dire, il va entendre des voix, il va percevoir des choses, il va entendre des voix, peut-être aussi voir des choses, mais en fait, ces objets-là, ces choses-là n'existent pas. Mais dans sa réalité à lui, ça existe. Le névrotique, par exemple, le névrotique, on va dire, grosso modo, c'est ce qu'on appelle les troubles dépressifs, les troubles anxieux. C'est les gens qui ont de l'anxiété, les gens qui ont ce qu'on appelle des crises d'angoisse, les gens qui ont une dépression, les gens qui ont des troubles obsessionnels. Donc tous ces gens-là, ils ne sont pas déconnectés de la réalité. Ils restent quand même dans la réalité. Par contre, le psychotique, il est déconnecté de la réalité parce qu'en fait, il est dans son monde à lui, dans son monde délirant. Alors, souvent, la psychose commence à l'adolescence. Pourquoi? Parce que l'adolescence, c'est une période vulnérable, de vulnérabilité, de fragilité. C'est une période très difficile où la personnalité est en plein métamorphose, et du coup, étant donné que c'est une période vulnérable, fragile, donc à partir de là on peut dire que c'est une période difficile où beaucoup de maladies d'ailleurs psychiques, c'est pas uniquement la psychose, mais souvent ce qu'on appelle la schizophrénie, souvent elle commence à l'adolescence. Alors il y a des schizophrénies ou des psychoses qui commencent un peu plus tard, vers l'âge de 25-30 ans. Il y a même des psychoses qui commencent avant l'adolescence. C'est ce qu'on appelle la psychose infantile. Voire même avant l'autisme, c'est une forme de psychose, mais qui commence très très tôt. Ça peut commencer dès le deuxième, troisième année. Alors il y a deux types. Ce qu'on appelle la psychose hébéphrénique, c'est-à-dire que c'est une psychose qui commence dès l'adolescence, mais c'est une psychose
où elle n'est pas très bruyante, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de délire. C'est plutôt le jeune, l'adolescent qui s'isole de plus en plus, qui parle très peu, mais qui va s'enfoncer de plus en plus dans son monde, dans son délire en fait. Et c'est une psychose, malheureusement, elle est de mauvais pronostic. Pourquoi? Étant donné qu'elle vient dès le jeune âge, d'une part, et d'autre part, parce que c'est une psychose qui n'est pas bruyante. À la limite, on préfère une psychose avec un délire qu'une psychose sans délire. D'accord? Donc la psychose avec délire, d'ailleurs les psychoses avec délire, c'est ce qu'on appelle la schizophrénie paranoïde, elle vient généralement après l'adolescence, on va dire 25 voire 30 ans. Elle est relativement de meilleurs pronostics que les schizophrénies qui commencent à l'adolescence. Donc plus la psychose commence dès le jeune âge, plus elle est de mauvais pronostics. Le grand risque de la psychose, c'est le suicide. Pourquoi? Parce que il y a des formes qui évoluent ce qu'on appelle à bas bruit. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai dit, le mieux c'est que le psychotique parle. Parce que quand même, lorsqu'il va parler de suicide, au moins, on prend nos précautions. Mais il y a souvent des formes où le psychotique ne va pas en parler. Donc il y a tout son délire qui va évoluer à bas bruit, s'il va le vivre vraiment à l'intérieur. Et donc, parmi le risque le plus important, c'est les idées de suicide qui vont naître chez lui, qui vont évoluer. Et le plus grave, c'est qu'il peut passer à l'acte sans parler à personne. Donc, d'ailleurs, moi j'en ai vu par exemple un adolescent s'est suicidé brutalement. Les parents sont venus aux urgences parce qu'ils ne comprenaient rien, parce que c'est un jeune qui était relativement timide, et puis d'un seul coup, il va se suicider. Pourquoi? Parce que parmi les symptômes révélateurs justement de la schizophrénie, malheureusement, ça peut être le passage à l'acte suicidaire. Et donc, si vous voulez, comme si on fait un diagnostic en posthume de la pathologie. Donc, tout l'intérêt justement de faire un diagnostic très précoce de la schizophrénie. D'ailleurs, il y a tout un réseau dans la région parisienne qui fait ce travail-là. C'est un réseau de médecins, de secteurs de santé, qui vont justement aller contacter les familles, les dispensaires, etc., pour dépister la pathologie, la schizophrénie. Alors, souvent, la meilleure prise en charge, c'est une prise en charge institutionnelle. Pourquoi? Parce que les symptômes peuvent être débordants. C'est-à-dire que la famille n'arrive pas à gérer la psychose de leur adolescent. Étant donné, si par exemple, il va présenter des troubles de comportement, s'il a un risque suicidaire, s'il ne veut plus s'alimenter, donc tous ces symptômes, ces comportements-là sont très difficiles à gérer dans la famille. Bon, si par exemple, il s'agit de ce qu'on appelle une schizophrénie simple, où il n'y a pas beaucoup de symptômes gênants, on peut éventuellement le prendre en charge dans sa famille. C'est-à-dire on peut proposer un traitement, un suivi en famille. Mais souvent, ça se passe dans l'établissement. Donc ça commence dans ce qu'on appelle l'hospitalisation de nuit et de jour. Passer ce cap-là, et ça peut aller des jours, voire des semaines ou des mois. Après, il peut passer vers ce qu'on appelle l'hôpital de jour, c'est-à-dire le jeune, il est pris en charge la journée, et le soir, il repart chez lui. Et puis lorsqu'il s'améliore, il peut retourner définitivement chez lui. Donc la prise en charge, et les prises en charge institutionnelles, c'est une prise en charge aussi médicamenteuse, très important d'instaurer le traitement, ce qu'on appelle nous les traitements neuroleptiques dès le début, et c'est un traitement qui est indispensable, et il faut absolument le prendre régulièrement. Troisièmement, il y a une prise en charge qu'on appelle psychothérapique, c'est-à-dire le jeune, il a besoin d'être pris en psychothérapie pour qu'il arrive à verbaliser, exprimer ce qu'il ressent. Puis il y a une quatrième prise en charge très intéressante aussi, c'est la prise en charge familiale, la thérapie familiale. Pourquoi? Parce que souvent la famille, elle est désarmés par rapport à cette pathologie-là. Ils ne savent pas quoi faire avec leurs jeunes, ils ne savent pas comment ils vont le prendre, etc. Et donc, d'où l'intérêt de cette prise en charge familiale. C'est-à-dire que plus cette pathologie elle est prise en charge rapidement, plus il y a ce qu'on appelle une adhésion
à la thérapie, c'est-à-dire au traitement, à la prise en charge individuelle, à la prise en charge familiale, etc. Et plus la prise en charge aussi elle est globale, plus on a une bonne évolution. Bon, malheureusement, il y a des formes qui évoluent défavorablement. Surtout, le grand risque, c'est ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Étant donné que cette pathologie, elle atteint donc les capacités intellectuelles du jeune. Et étant donné que ça vient très précocement, d'où ça va avoir un impact rapide sur ses capacités. Et malheureusement, c'est là où il ne peut plus suivre sa scolarité. Alors que si ça n'impacte pas beaucoup les capacités intellectuelles, il peut continuer. Bon, j'ai vu des schizophrènes qui sont devenus après des professeurs, voire des médecins. Hein. Donc il y a des formes. Il n'y a pas une seule forme de psychose. Il y a beaucoup de formes. Il y a des formes, moi j'ai vu des psychotiques qui travaillent, qui ont une famille, et ils vivent entre parenthèses une vie, on va dire, plus ou moins normale. Comme il y a des formes malheureusement qui évoluent très défavorablement. Mais maintenant on arrive quand même à avoir une évolution plus favorable parce qu'on a des traitements qui sont quand même efficaces. On a aussi une prise en charge institutionnelle qui est bien. Et puis toutes les formes de psychothérapie. Bien sûr, ça dépend de la forme. Il y a des formes qui sont très difficiles à gérer, très difficiles. Il y a des formes difficiles. Hein. C'est pas, comme j'ai dit, il n'y a pas une seule forme de psychose. Il y a plusieurs formes de psychose. Il y a des formes qui sont très difficiles à gérer. Un psychotique qui est très délirant, un psychotique qui a des troubles de comportement, qui a une tendance addictive, c'est-à-dire des psychotiques qui se manifestent aussi par la tendance vers la drogue, vers le cannabis, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de formes de psychose qui se développent justement après la consommation de cannabis. Il y a énormément ce qu'on appelle, nous, les psychoses déclenchées par le cannabis. Donc il y a beaucoup de formes de psychose qui sont déclenchées après la consommation de cannabis. Donc c'est en fonction de la forme, en fonction de la prise en charge médicamenteuse, est-ce que le jeune il prend bien son traitement ou non. Troisièmement, la famille, comment elle est. S'il y a une famille qui adhère, une famille qui est coopérante, oui. S'il n'y a pas de famille ou une famille qui fait n'importe quoi, bien sûr, après on ne va pas avoir une bonne évolution. Mais bien sûr, c'est-à-dire en fait, le jeune il va délirer, mais c'est un délire qui est contextualisé. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Le type de délire que j'ai vu, par exemple, en Arabie Saoudite, c'est la personne, je me rappelle quelqu'un qui est venu, et il s'est pointé devant la préfecture de Riyad, et lui, il disait, il avait un délire, il disait « Ar-Riyad al-Bayad al-Fayad ». Alors, pour lui, c'est une forme de transcendance, c'est-à-dire une forme de révélation divine. Pour lui, il est devenu prophète, tout simplement parce qu'il entendait des voix. Et donc il est allé, et lui, ce monsieur-là, après, il est allé, par exemple, à la Mecque. Il parlait de ça. Bien sûr, on ne va pas accepter qu'il parle de prophétie. Donc, dans un contexte plutôt où il y a un impact religieux, vous allez trouver beaucoup de thématiques religieuses. D'autres, par exemple, vous allez trouver l'Africain, il va délirer sur autre chose, sur les esprits de ses ancêtres. Il va délirer sur, je ne sais pas, sur ses totems, etc. Donc, en fait, bien sûr, le délire, il est très, très contextualisé en fonction de la culture. D'accord. Une question, je pense qu'il faut une bonne, ce qu'on appelle psychoéducation. C'est-à-dire, plus les gens, ils sont au courant ce qu'on appelle les symptômes prémonitoires, c'est-à-dire comment ça débute une psychose. Plus les gens ils sont sensibilisés. Donc dès qu'ils voient par exemple leur adolescent qui a changé totalement de comportement, qui commence à s'enfermer, qui a un comportement bizarre, éventuellement il peut dire des choses un peu, et c'est là où il faut faire quelque chose très rapidement et l'emmener voir un médecin et faire une prise en charge.